En manchette aujourd'hui, la guignolée des médias est lancée et revirement de situation pour les couples en francisation. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. C'est la guignolée des médias aux quatre coins de la région aujourd'hui. Depuis 6 heures ce matin, des équipes de bénévoles ramassent des dons. Et justement, Justine, tu te trouves à un point de collecte à Rouyn-Noranda. Comment ça se passe de votre côté? Hey oui, Kémélia, je suis sur la rue Murdoch, croisée avec l'avenue Saguenay. Ça se passe super bien. Les gens sont tellement généreux et c'est pas la neige et le froid qui arrêtent les bénévoles. Là, on peut voir en arrière, ils sont bien motivés. Et je sais que c'est un temps qui est difficile pour plusieurs personnes, mais si vous tenez à donner, eh bien, un petit dollar ou même une boîte de pâtes peut faire une différence. Oui, vous pouvez venir donner de l'argent comptant, mais je vous le rappelle, on accepte aussi les denrées alimentaires et les produits d'hygiène. C'est des besoins qui sont vraiment, qui peuvent paraître banales, mais qui sont essentielles pour les gens pendant le temps des fêtes. Chaque don apporte de l'espoir et de la dignité aux gens dans le besoin. Guillaume Laroche, le porte-parole de la guignolée des médias en Abitibi-Témiscamingue, est fier de représenter cet organisme et surtout, il dit vraiment qu'en région, ici en Abitibi-Témiscamingue, on fait une grosse différence. L'impact est énorme. Ça permet vraiment à des familles concrètement de manger. On parle souvent du temps des fêtes, mais ça permet aux familles de manger, point. Puis ça, c'est super important. Il y a des familles, beaucoup de familles qui sont parfois juste à côté de nous puis qui ont besoin de ça. En ayant travaillé dans les écoles, moi, je l'ai vu, l'impact que ça pouvait avoir. Et je pense vraiment que c'est un acte qui est concret et qui vaut la peine d'être fait pour les gens dans notre région. Je sais que l'année dernière, on était la 3e région la plus généreuse, mais on a une fierté en région là, qui fait en sorte que cette année, je pense qu'on est capable d'être 2e ou même peut-être 1er. En tout cas, je lance ça comme ça. Vous pouvez faire un don en ligne, mais aussi à la ressourcerie Bernard Hamel de Rouyn-Noranda et aussi chez les partenaires locaux. Il y a aussi 24 points de collecte dans la région aujourd'hui qui sont prêts à collecter vos dons. Là, tout le monde est là. On est dans le bonheur, on est dans la neige, mais on a du fun. Ouais. Vraiment, là, il y a des bénévoles partout. Rouyn-Noranda, Amos, Val-d'Or, La Sarre et même au Témiscamingue. L'année passée, il y a 336 552 $ qui a été amassé. Le défi cette année, c'est de battre ça. Est-ce qu'on va être capable, la gang? Merci, Justine. C'est tellement une journée importante. Là, donnez en grand. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Comptez-vous faire un don en cette journée de la guignolée des médias? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Complètement ailleurs, contre toute attente, le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, a annoncé qu'il débloquait 10 millions de dollars pour les cours en francisation offerts dans les centres d'éducation aux adultes. Félix, est-ce qu'on sait exactement combien d'argent la région va recevoir? Eh bien non, pas tout de suite. Les détails de la répartition des fonds vont venir au début de la semaine prochaine, mais le ministre Roberge a assuré que les régions les plus touchées vont être priorisées et il a affirmé que son annonce n'avait rien à voir avec le communiqué du commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, envoyé hier, juste avant la déclaration du ministre, qui se disait préoccupé par les répercussions à court terme des ruptures de services sur les élèves. Mais ce que le ministre Roberge mentionne, c'est que ce sont des fonds qu'il prévoyait déjà depuis septembre, réalloués au centre de services scolaires. Je vous laisse entendre les propos du ministre plus tôt aujourd'hui dans les couloirs de l'Assemblée nationale. En septembre, peu de temps après que j'ai pris les fonctions de l'immigration, j'avais cessé les allocations pour les gens qui s'inscrivent dans des cours à temps partiel en disant qu'on n'avait pas besoin de créer plus de demandes pour les cours, il fallait augmenter l'offre de cours. Et j'avais dit, je vais réallouer ces sommes-là pour franciser davantage. Alors, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est qu'on donne suite à ce que j'avais précédemment dit. Donc, cette marge de manœuvre-là, je le réalloue tel que je l'avais dit pour augmenter l'offre de francisation. On va le faire dès le début de l'année 2025 et on va le faire cette fois-ci dans le réseau des centres de services scolaires parce qu'on travaille avec nos partenaires du MEFI et les centres de services scolaires. Je pense que ça va aider à bien repartir l'année. Je vous reviens au TVA à 18h avec un reportage complet sur le dossier. Merci, Félix. Je vous en prie. Et en santé maintenant,
Le gouvernement du Québec a aussi reculé dans sa volonté d'imposer une réorganisation des syndicats de la santé. Alexandre, c'est quand même un soulagement pour des syndicats de la région. Oui, tout à fait. Un long soupir même. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a finalement décidé de mettre les freins à sa réorganisation. Un chamboulement qui voulait fusionner les conventions collectives afin qu'il n'y en ait plus qu'une seule par catégorie d'emploi. Selon la CSN, cette réorganisation aurait créé encore plus d'instabilité dans un réseau déjà fragilisé. En pleine réorganisation du réseau avec l'arrivée de Santé Québec, le gouvernement voulait rebrasser les structures syndicales. Les syndicats craignaient une période d'instabilité où les employés auraient pu s'adonner à du maraudage entre syndicats. Donc, une période où les gens peuvent décider un peu de changer d'allégeance syndicale. Des syndicats auraient pu ainsi perdre des milliers de membres. Je vous laisse écouter le représentant national dans la région de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Carl Véro. Il devait y avoir fusion des accréditations syndicales. Je pense qu'il semble avoir eu une certaine écoute du gouvernement. Nous, on avait déjà mentionné là, dans notre projet de loi lors des consultations qu'on ne devrait pas aller vers là. Une restructuration, là, la réforme du B, c'est vraiment une réforme de structure. Puis là, si on s'en va changer en plus la structure syndicale, c'est vraiment là, on s'en va vers une grande instabilité au niveau du réseau. Un recul donc qui se veut un frein à de plus amples chamboulements dans le système de la santé. Reste qu'une grande réforme demeure à venir, la réforme du régime de négociation dans le secteur public et parapublic. Les syndicats disent attendre de voir en quoi elle consistera et demeurent vigilants. La réforme devrait sortir d'ici les vacances de Noël. Très bien. Merci, Alexandre. Au plaisir. Et toujours en santé, Québec veut fixer l'obligation pour les nouveaux médecins de travailler 5 ans dans le réseau public québécois sous peine d'amende. Selon le président de l'Association des médecins omnipraticiens du Nord-Ouest du Québec, Jean-François Verville, il est déçu que la voie législative soit utilisée pour rajouter des contraintes aux jeunes médecins plutôt que de s'attaquer aux causes du désengagement de certains envers les soins publics. L'organisation aurait préféré que l'on agisse pour favoriser l'attractivité de la pratique de la médecine familiale au sein du système public. Mais tu sais, je trouve que bien qu'on est tous d'accord pour qu'on favorise un système public, puis les médecins que je présente sont tous des médecins qui travaillent dans le système public, je trouve qu'on ne s'attaque pas au cœur du problème qui est pourquoi certains médecins veulent plus rester dans le système public. Tu sais, il y a des jeunes médecins qui décrochent, mais il y a des médecins aussi d'expérience qui décrochent, qui s'en vont dans le privé ou qui vont carrément prendre leur retraite de façon prématurée plutôt que rester dans un système qui, à leur avis, ne va pas très bien, là. Et maintenant, en transport électrique, les difficultés financières chez Lion Électrique sont plus que préoccupantes. C'est du moins ce que juge le transporteur régional Maheu à Rouyn-Noranda, lui qui a dû annuler une commande d'environ 6 nouveaux autobus au courant des dernières semaines. Voici l'entretien d'Anthony Dallaire. Donc, M. Maheu, est-ce que la situation chez Lion Électrique vous préoccupe ici? Je vous dirais qu'on est très préoccupé par la situation du fournisseur Autobus Lion, à même titre que je dirais l'ensemble des transporteurs par autobus du Québec. Faut comprendre qu'on est déjà dans une période, je dirais, challengeante, là, si je peux me permettre l'expression, pour l'industrie du transport scolaire au Québec, étant donné le projet d'électrification obligatoire des autobus scolaires. Dans les dernières années, dans le projet d'électrification, le gouvernement a fait le choix de contraindre les transporteurs à ne faire affaire qu'avec Autobus Lion ou à peu près, puisqu'ils sont les seuls fabricants d'autobus qui ont accès à la subvention qui nous permet de réussir à faire la transition vers l'électrification. Ça, pour nous, les transporteurs, c'est quelque chose qui est nouveau parce qu'on s'était toujours assuré d'avoir des bonnes relations avec différents fournisseurs. Ils sont principalement 3 ou 4 là, en Amérique du Nord, ce qui faisait en sorte qu'on n'était jamais complètement dépendant. Là, on l'est. En tout cas, dans les achats qui ont été faits dans les dernières années, chez nous, c'est une trentaine d'autobus. Quand on parle de 325 000 $, de valeur de véhicule par véhicule, faites la projection au Québec, c'est certain que c'est impossible que ce soit aux transporteurs d'assumer les coûts du maintien de la flotte d'Autobus Lion si jamais il devait arriver le pire, là. Bref, on ne fera pas trop de spéculation sur qu'est-ce qui va arriver d'Autobus Lion, mais on a des inquiétudes sur les pièces, le service, qu'est-ce que le gouvernement va mettre en place pour supporter les transporteurs dans ce contexte-là. Donc, concrètement, ça serait quoi les impacts financiers et matériels pour vous?
Bien, c'est du jamais vu, donc c'est difficile de vraiment avoir une prévision précise de qu'est-ce qui se passerait. Il y a bien des variables qui demeurent encore un point d'interrogation. Ce qu'on sait par contre, c'est que c'est sûr que non seulement on aurait pu accès aux produits pour faire l'achat de nouveaux véhicules, mais on a aussi besoin du fournisseur après l'achat de véhicules. Pendant les 12-13 années d'opération d'un autobus scolaire, on a besoin d'avoir accès aux pièces, aux services techniques. Donc si ça, c'est plus là, bien, c'est certain que ça devient une grande contrainte puis un grand défi de pouvoir remettre les véhicules sur la route. Beaucoup d'interrogations, très peu de réponses à donner malheureusement. 2 premiers artistes de la programmation de l'an prochain de Cisco en Lumière sont déjà connus. Il s'agit du groupe Québec Redneck Bluegrass Project et Grimmskunk. Cisco, en fait, a aussi annoncé une 5e journée supplémentaire le mardi 5 août qui s'ajoute au calendrier du festival. Des spectacles conviviaux y seront présentés. À la météo aujourd'hui, c'est de la neige avec de la poudrerie par endroits. Pour l'Abitibi, on prévoit une accumulation de 2 cm. Et les températures sont à la baisse pour atteindre -7 cet après-midi. Et c'est un copier-coller des conditions pour le Témiscamingue avec -6 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, plus au nord, c'est de la faible neige intermittente qui va cesser vers minuit, un minimum de -16. Et encore une fois, même scénario pour le Témiscamingue, mais avec -14.